national de Manda est situé dans la région du Moyen-Chari, au sud du Tchad, et couvre une superficie de 114 000 hectares. En 1953, cet espace national autour de Manda a été classé une réserve, puis érigé le 25 mai 1967 en parc national. À la suite des différents conflits que le Tchad a connus, ce parc a été abandonné à la merci de la population en y entrant librement pour prendre le bois de chauffe et le gibier. Elle y a fait ses champs, voire installé son habitation. Constatant cette dégradation, les autorités ont mis en place plusieurs projets pour sa restauration. Ainsi, le projet en cours intitulé « Conservation et utilisation de la biodiversité dans le Moyen-Chari » répond à ce souci. Il est cofinancé par la coopération française, le PNUD et la République du Tchad. L'actuel projet est lancé officiellement le 28 mars 2007. Et donc depuis le lancement de ce projet, nous avons exercé sur le terrain depuis 4 ans environ maintenant. Mais le projet a pour objectif global, c'est de garantir la conservation de la biodiversité dans le sud-est du Tchad, en particulier de manière plus précise avec comme zone pilote de démonstration le parc national de Manda. Érigé en parc national en mai 1967, le parc national de Manda est d'une importance capitale et constitue pour le Tchad et la communauté mondiale une richesse. C'est un parc à dimension internationale. C'est à dimension internationale et ça représente pour l'ensemble du pays un patrimoine national. Les populations des 4 cantons et leurs 173 villages riverains du parc sont associés aux différentes activités liées au parc. Le projet les aide à élaborer leur propre plan de développement local, ce qui a pour avantage de minimiser les pressions sur le parc. Nous avons eu à organiser des consultations avec les communautés autour du parc national de Manda pour recueillir un peu leurs sentiments, leurs préoccupations, leurs attentes. Ceci nous a amené à les appuyer dans l'organisation des voyages d'échange, dans les différentes sessions de formation, dans la mise en place des structures de gestion au niveau des villages, au niveau des cantons, dans l'élaboration et la soutenance, la multiplication, même la diffusion des plans de développement locaux qui ont maintenant, pour le cas de Djoli, justement, à amener, n'est-ce pas, à intégrer la valorisation de la forêt classée de Djoli-Kira, ce qui nous a débordé sur notre champ initial d'activité. Maintenant, on est dans le Mandoul parce qu'il y a un continuum de végétation qui relie le parc national de Manda avec la forêt classée de Djoli-Kira. Donc maintenant, pour les activités concernant la valorisation de la forêt classée de Djoli-Kira intégrée dans le plan de développement du canton de Djoli, nous abordons en même temps la gestion des ressources naturelles dans le canton de Bédéa, dans le canton de Bessada, dans le canton de Dobo et dans le canton de Djoli même en question. Maintenant aussi, toujours dans le même sens, en appuyant dans la perspective également de la réduction de pauvreté et de la réduction, n'est-ce pas, de pression sur le parc national de Manda, nous avons mis en place un système de microcrédit, d'où l'année dernière nous avons financé autant de microcrédits dans le canton de Balimba, Djoli, Nielim et Koukaga. Donc nous avons financé au total par l'entremise de Parsec. Parsec qui était notre institution prestataire de microcrédit. Donc ils ont débloqué 18 millions pour le financement des AGR dans ces 4 cantons l'année dernière. Cette année, la procédure est déjà lancée. Nous attendons également à traiter les dossiers et peut-être probablement confier la soutenance aussi soit à Parsec, puisqu'il a déjà des acquis là sur le terrain. Ça lui permettra
maintenant de faire le suivi avec un renforcement de 20 millions de francs CFA. Encore pour... Donc ça va, ce qui va augmenter le capital initial maintenant à 38 millions pour le financement des actes génératrices de revenus. L'un des problèmes les plus brûlants du parc national de Manda concerne sa protection. Nous appuyons le secteur avec certains matériels de travail. Donc nous avons appuyé le secteur en mettant en place les bicyclettes, les chevaux, les hors-bords et puis les petits logistiques pour les couchages, l'entretien, etc. pour leur permettre d'organiser des missions. Cependant, il y a certains paramètres que nous ne pouvons pas appuyer au niveau du projet parce que ça ne relève pas de notre mandat. Ça relève du mandat régalien de l'État, tel que l'appui, n'est-ce pas, aux agents avec les armements, avec tout ce qui a connotation militaire. Disons aussi que jusqu'à présent, pour tous les 4 détachements, on note qu'il y a un vieillissement d'abord du personnel. Les agents qui sont maintenant en fonction, qui peuvent effectivement travailler, sont moins de 10 personnes. Pour une superficie de 114 000 hectares que vous connaissez, ça veut dire que c'est rien. Et donc ces agents sont aidés parce que le projet a intégré une approche. Et donc ils sont aidés maintenant dans les activités de terrain par les volontaires cantonaux qui sont désignés par les cantons et mis à la disposition du secteur pour les appuyer, n'est-ce pas, à faire le service sur le terrain. Les agents de l'environnement sont en un nombre insuffisant, mal équipés, ce qui les rend vulnérables vis-à-vis des braconniers et des éleveurs. C'est un véritable cri d'alarme que lance la délégation régionale de l'environnement du Moyen-Charé. Le point culminant, c'est que nous ne sommes pas dotés d'armes pour pouvoir, n'est-ce pas, assurer cette protection. Vous disiez tantôt que vous avez vu des bœufs en divagation et que vous avez constaté qu'il y a le coupe de bois. C'est parce que les agents qui ont la charge de surveiller le parc sont d'abord en nombre très insuffisant et certains sont atteints par la limite d'âge et nous n'avons pas d'armes. Vous voyez, quand vous arrêtez un braconnier, par exemple, vous avez seulement votre gourdin en main ou le couteau de jet, alors que le braconnier a sur lui un calibre 12, le rapport de force n'est pas égal. Vous voyez, c'est à peu près ça que c'est ce qui nous gêne un peu dans l'exercice de cette fonction. Malgré les faibles moyens dont ils disposent, les agents protecteurs de l'environnement font des descentes régulières sur le terrain. Ils sont très motivés. À l'occasion de ces rondes, ils surprennent parfois certaines personnes mal intentionnées. La protection d'un parc, toutes les mesures sont strictes. Personne n'a le droit d'y pénétrer, de prélever quoi que ce soit, ni une feuille, rien. Ni une personne aller se promener là-bas. Hein? Tout est interdit. Une personne visible à l'intérieur d'un parc, c'est un agent des eaux et forêts en patrouille. Mais on ne peut pas voir quelqu'un d'autre se promener. Et il est strictement interdit de pêcher, de chasser, de prélever même les feuilles, hein, même les bois morts. C'est strictement interdit. Et les agents chargés de la surveillance du parc, quand ils interceptent des individus là-bas, automatiquement, c'est soit des délinquants, hein, des gens qui ne font pas attention, qui ne respectent pas la réglementation. Donc, ils sont soit arrêtés et nous les entendons sur procès verbal et ensuite la poursuite judiciaire. Tir de sommation pour maîtriser les braconniers et autres pêcheurs indélicats. Tous les moyens sont expérimentés. À l'occasion d'une de leurs randonnées, les agents ont fait usage de ce tir qui a permis de mettre la main sur un pêcheur pris en flagrant délit. Ces filets à petite de maille sont extrêmement interdits. Même dans des zones banales, c'est interdit. Et puis, première fois dans la zone protégée, et vraiment c'est double infraction. Bon, pour le moment, celui qu'on a mis la main dessus,
On fait le compte rendu sur lui pour l'envoyer au niveau du secteur. Et c'est le secteur maintenant, à son tour, il lève les valises. Le pêcheur est donc arrêté et conduit au secteur de Manda. Les agents forestiers en mission sur le terrain sont mal équipés, mal habillés et faute d'être en tenue civile, ils s'habillent en tenue militaire, ce qui leur cause souvent des ennuis. Cette situation est donc bien réelle, comme le constate le délégué régional de l'environnement du Moyen-Chari. Nous avons dans notre institution, la couleur verte représente la nature et la couleur bleue représente l'eau. Et la couleur jaune sable représente la zone désertique. Et si vous avez vu des agents là-bas avec les tenues militaires, cela suppose que notre département n'a pas encore pensé habiller les agents en tenant compte de nos couleurs. Et en civil, quand ils vont exercer en étant en civil, ça complique beaucoup plus la situation. Et nous sommes obligés de nous habiller aussi en tenue militaire, mais tout en portant notre béret qui est de couleur verte avec l'insigne du corps. Un agent forestier nous raconte ses mésaventures pour avoir porté les tenues militaires. Témoignage. Nous, les agents du parc national de Manda, souvent on rencontre des problèmes avec les militaires. Parce qu'ils ont leur bœuf dans le parc. En 2010, au mois de juillet, ils ont pris nos collègues au niveau de Djoli. Ils nous ont désarmés, ils ont pris les tenues, ils ont déshabillé les agents complètement pour amener à Sarre. Et à partir de là que le délégué avec le chef secteur, ils ont fait des démarches avec le préfet pour récupérer les tenues et les armes. Mais ce qui est comme munitions, tout est parti. L'argent même, ils ont pris une partie. La grande partie est partie, mais c'est la petite partie que les agents ont eu. Et la même année, depuis 2010, au niveau de poste de Koutou, ils ont désarmé aussi les agents. Et de là-bas, ils ont téléphoné au secteur quand on était en atelier et organisé par le projet conservation et utilisation durable de la biodiversité. Et on avait appelé les militaires, on a discuté avec eux. Ils étaient obligés, on les avait menacés au téléphone. Donc ils étaient obligés de remettre les armes là aux agents qui sont en poste de Koutou. Cette année, en mois de mars, c'était le 11 mars de cette année, moi personnellement même, ils m'ont trouvé au marché de Koutou, en plein marché de Koutou. Quand ils ont quitté Sarre pour Korbol, ils se sont arrêtés au marché. Bon, comme j'étais en tenue, j'ai vu les corps à qui je me suis approché d'eux pour les saluer. On s'est même présenté tout. Après, maintenant, le chef est venu, il m'a appelé. Je suis venu lui saluer. On a causé. Et je me suis présenté, lui aussi me s'est présenté. Après, maintenant, à un certain moment, il m'appelle encore. Il dit que le tenue que je porte là, est-ce que ce n'est pas pour les militaires? J'ai dit c'est pour les militaires. Mais il dit pourquoi je porte? Que c'est nous, les agents de l'environnement, qu'on empêche au bout de rentrer dans le parc. Pourquoi on porte leur tenue? Donc ils m'ont déshabillé. Ils m'ont laissé avec short, avec t-shirt et puis slip. C'est tout. Après avoir me déshabillé, je suis rentré pour prendre les habits civils pour porter. J'ai fait le compte rendu pour envoyer à mes chefs hiérarchiques. Jusqu'à là, il n'y a pas de suite. Donc nous demandons au gouvernement, à l'État tchadien, il parle souvent de l'environnement. Nous, les agents de l'environnement, nous sommes menacés par les militaires, par les braconniers, partout. Donc il faudrait qu'ils trouvent une solution. Est-ce que nous ne sommes pas des agents de l'État? Est-ce que les agents des eaux et forêts qui sont dans d'autres régions ne portent pas de tenue militaire? S'ils ne veulent pas qu'on porte tenue militaire, qu'on nous trouve notre tenue spéciale. Comme ça, il n'y a pas de problème. Pour surveiller la superficie de 114 000 hectares du parc, des miradors sont installés dans le parc. Cela permet aux agents d'avoir une vue lointaine. Les sites de campement sont aussi installés, mais dans la nouvelle approche de conservation de l'environnement, seul le site de Car
est conservé de par sa position stratégique. Nous utilisons ce site comme un poste de contrôle mobile pour les différents détachements dans les 4 cantons. Quand ils arrivent ici, ils organisent des missions, ils arrivent ici, ils font des roulements. Ça permet, n'est-ce pas, de contrôler un peu l'espace tout au long du Chari. Donc, stratégiquement, en termes de surveillance, nous utilisons ce site pour faire ces activités. Aussi, si vous avez vu qu'on avait construit des cases ici, c'est parce que de temps en temps, dans les bivocations de ces agents, parfois, ils logent ici pendant un temps avant de continuer. Mais pour ce qui concerne les équipements de surveillance, ils ont des équipements mobiles. Donc là, ils se déplacent avec leurs équipements mobiles, ils installent, ils travaillent et puis après ils continuent, ils enlèvent ça et partent. Mais ici, on a fait c'est spécifique parce que ils vont passer ici par tour de rôle, quoi. Il paraît surprenant de ne pas voir les animaux sauvages sur de bonnes distances. Mais selon les témoignages des gardes forestiers, les animaux sont bel et bien dans le parc. Ils sont en nombre suffisant et en espèces variées. On peut trouver des buffles, des iboutragues, des courbes de fassa, courbes de buffons, des courbes de roseaux, des panthères, des phacochères, des ratels, beaucoup de sortes d'espèces. Des licaons même, on les trouve aussi. Comme les agents en fonction sont en un nombre insuffisant et vieillissant, le projet a opté pour l'abandon de certains campements qui servent malheureusement de repère aux braconniers. Une nouvelle stratégie de construction de campements est donc mise en route. Mais on s'était rendu compte que ces infrastructures ont beaucoup plus servi aux braconniers. Ils utilisent ça comme local pour leur permettre, n'est-ce pas, de mieux faire les pressions sur les ressources naturelles et beaucoup plus dans la mare. Raison pour laquelle nous avons abandonné ça. Nous avons développé une autre stratégie qui est maintenant pour des besoins de tourisme. Nous avons mis en place un programme de gestion, on a dénommé ça plan de gestion et d'aménagement du parc national de Manda, qui est décliné en 4 grands programmes, dont nous avons le programme de gestion des écosystèmes, nous avons le programme de gestion et de partenariat avec les communautés autour, nous avons le programme de tourisme, nous avons également le programme d'administration et de gouvernance du parc. À l'intérieur de ce programme-là, nous avons donné des orientations que nous n'allons plus vraiment faire des aménagements avec des matériaux de ce sorte, mais beaucoup plus les choses qui auront moins d'effet sur l'environnement, manipulable, maniable, qu'on peut déplacer avec. Donc c'est ces orientations que nous avons développées dans le plan de gestion, dans le programme que nous allons mettre en œuvre probablement à partir de 2012. Donc à partir de 2012, on aura des choses pour les touristes, mais pas des choses fixes, des choses mobiles, qu'on va transporter au fur et à mesure, comme ça c'est mieux. Parce que si c'est fixe, ça va aider plutôt aux braconniers de rester là et puis continuer par exercer des pressions sur le parc. Le parc national dispose de 296 km de pistes pouvant aider à mieux circuler. Malheureusement, ces pistes sont mal entretenues, bien que chaque année, les communautés villageoises sont sollicitées pour leur entretien. Ces communautés antérieures, c'est une piste à la tâche, donc on leur paye chaque année et ils renouvellent et puis on paye à la tâche à raison de 10 000 francs le kilomètre. Nous avons également pour l'entretien ces bornes d'entrée là, ce sont des infrastructures que nous avons prestées les services des techniciens pour nous orienter également dans la direction à l'intérieur des pistes aussi. Et les noms sont donnés au hasard ou bien... Bon, les noms ne sont pas donnés au hasard. Par exemple, dernièrement là-bas, on avait vu la piste Ngarsanon. C'est un ancien forestier qui a vraiment jeté ses poils ici dans le parc, raison pour laquelle ils ont donné le nom piste Ngarsanon en mémoire, n'est-ce pas, de ce dernier. Ici, piste Yondo, parce que ça va vers une mare dénommée Yondo. Donc c'est ça un peu la signification, quoi. Notons que le parc de Manda est un parc unique et particulier dans la sous-région, car il dispose d'une richesse particulière en faune et flore. La tendance actuelle, les gens ils pensent que le parc c'est là où il y a les espèces animales. Les valeurs du parc ont déjà dépassé cette tendance animalière là. Donc la valeur du parc maintenant c'est la valeur écosystémique du parc qui est le plus important. Donc dans cette valeur écosystémique de ce parc national de Manda,
Nous savons d'abord que le parc national de Manda dispose d'une valeur paysagère absolue qui n'existe pas au Tchad, nulle part ailleurs au Tchad. C'est ici seulement qu'on peut trouver ça. Nous avons fait un rapportage et que sur 1 kilomètre, nous avons dénombré 500 espèces de plantes. C'est ce qui démontre déjà vraiment l'importance de la valeur paysagère du parc national de Manda, liée à la situation actuelle au niveau mondial de dégagement de CO2 et autres. Nous avons une autre valeur très spécifique, c'est que le parc national de Manda constitue le bassin versant unique du lac Tchad. Dès lors que ce parc disparaît, on ne parlera plus, n'est-ce pas, du lac Tchad. Si le parc national de Manda disparaît, maintenant, nous savons que le Niger, les autres fleuves qui ravitaillent le lac Tchad, de l'autre côté, vers le Nigeria, les gens ont monté tous des barrages hydroélectriques qui ont empêché maintenant ces fleuves, n'est-ce pas, de couler vers le lac Tchad. Par contre, ici, quand je dis le parc national de Manda constitue le bassin versant, parce que c'est le bassin versant du lac Tchad. Pourquoi? Parce que c'est du parc national de Manda qu'on a tous les confluents de ces grands fleuves qui coulent vers le lac Tchad. Donc nous avons le Bar Sara, nous avons le Bar Salamat, nous avons le Bar Keita, nous avons le Bar Ko et le Bar Aout. Tous ont leurs confluents au niveau du site de parc national de Manda. Voilà l'importance. Et puis maintenant que se déverse vers le Chari maintenant, qui débouche dans le lac Tchad. Donc voilà un peu la raison pour laquelle j'ai dit, maintenant c'est pas l'aspect animalier qui est vraiment important, mais c'est l'aspect écosystémique. Quels sont les services que le parc peut rendre à la communauté? Donc de ces services-là, on note par exemple le débordement des eaux vers le lac Tchad, on note par exemple la diversité des plantes qui peut aider à faire telle ou telle chose. On note par exemple, il y a autant de services rendus possibles que le parc peut donner. Les atouts de ce parc sont donc immenses, car le parc est désormais un patrimoine mondial. Si le parc est suffisamment sécurisé, si les espèces animales se multiplient à l'intérieur, il y a des touristes qui aimeraient mieux voir. Par exemple, une espèce qui est en voie de disparition. Quelqu'un qui a entendu parler par exemple de l'Icaon, il n'en a pas vu et que ça se trouve dans le parc de Manda. Bon, il va effectuer le déplacement pour voir. Vous voyez? Donc ça a vraiment toute son importance là, sur le plan national que international. Tout le monde doit veiller au maintien de ce parc dont l'importance n'est plus à démontrer. Toute la communauté nationale, au devant de laquelle les communautés riveraines du parc doivent donc s'associer étroitement à ce travail de conservation du parc. Comme tout espace a droit à un problème de gestion, donc l'entrée du parc se gère par le service en charge de la gestion du parc national de Manda. Donc c'est pas ouvert à tout le monde, sauf que c'est un site de recherche. Nous travaillons en collaboration avec l'Institut agronomique et des sciences de l'environnement, qui à chaque année envoie les étudiants ici pour les stages et autres. Et que dire de l'avenir de ce parc dont la faune et la flore sont en pleine régénération après des années de délaissement? Sans nous tromper, on peut dire aisément qu'en plus de sa protection, qu'une attention particulière et soutenue soit accordée à sa survie. De celle-ci, en effet, dépend la survie des millions d'âmes. Le parc national de Manda le mérite. Je souhaite que les autorités administratives, militaires, politiques, les techniciens s'y mettent pour la protection de l'environnement et surtout partant de la protection du parc. Parce que pour certains, ça ne les regarde pas, ça c'est le service de l'environnement, ça ne les regarde pas, ça regarde seulement les agents du parc, alors que c'est un patrimoine national et chacun de nous est appelé à le protéger. Au moment où l'on parle de primes de carbone à travers ce parc national de Manda, le Tchad contribue efficacement à l'équilibre écologique mondial et à la lutte contre le phénomène d'effet de serre. Les propriétaires du bétail doivent aussi comprendre que nul n'est au-dessus de la loi. Cette loi
interdisant la divagation dans le parc existe. C'est le décret numéro 14. Le Tchad dispose d'un patrimoine mondial et sa protection doit être assurée par nous-mêmes, les dignes fils de Sao, ce peuple millénaire qui aime la nature et la respecte.